Well, good afternoon, everyone. Bonsoir à tous. It's really a pleasure for C'est me un to grand be plaisir here, pour moi d'être and ici an ce honor, I soir. should say, Un grand honneur aussi d'ailleurs this pour event participer à cette Frank Lloyd Wright conférence here in sur Paris. Frank Lloyd Wright My ici à thanks Paris. to Je voulais Alice remercier bien sûr Alice Berada, Tomine the chief Berada, curator conservateur here en at chef Musée du musée d'Orsay, d'Orsay, and et Madame Scarlett Roliquet au niveau de la coordination de l'ensemble de tous les événements, comme on a dit, et Neil Levine aussi, mon collègue, au niveau du building Frank Lloyd Wright, et de tout ce qui concerne la conservation de Frank Lloyd Wright. Alors, pour me situer un petit peu après un long voyage du Colorado, eh bien, j'aimerais tout d'abord commencer avec une anecdote que j'espère vous apprécierez. Quelque part, dans les années 50, Frank Lloyd Wright et Olgivan, sa femme, étaient venus à Paris pour, eh bien, avec Bruce Brooke Pfeiffer, faire une visite. Et c'était un de ces jeunes stagiaires, M. Pfeiffer, et donc il voulait, eh bien, comment dirais-je, voir les archives déjà de Frank Lloyd Wright. Selon M. Pfeiffer, pendant que M. et Mme Wright étaient en train de faire du shopping rue de Rivoli, en regardant les superbes choses à acheter ici et là, eh bien, à un certain moment, M. Wright est parti et tout le monde s'en est rendu compte. Que s'est-il passé? M. Wright est parti. Madame Wright me dit, ne vous inquiétez pas, vous, c'est bien, on va le retrouver. Et en effet, c'est bien cela. Ils sortirent du magasin et dans la foule, eh bien, ils ont immédiatement vu Wright qui avait frayé son sillage au milieu de la foule, qui était vraiment très clair. C'est une anecdote qui n'est pas totalement disconnectée de mon sujet de ce soir. Pourquoi? Parce que, en fait, dans tout ce qui concerne la personne globale de Frank Lloyd Wright, et dans sa personne, dans sa façon d'être, de s'habiller, dans son allure même, dans son aura, comme d'aucuns, eh bien, il y avait une expression liée à cette minutie, n'est-ce pas, dans tous les détails, qui était liée, bien sûr, à son design, aussi dans sa création. Et donc, tout ce qui concerne eh bien, son désir de construire au niveau de la Gesamtkunstwerk, c'est-à-dire le concept de d'œuvre totale est très important dans la civilisation, mais également dans l'histoire qui est remplie de manifestations ici et là de richesse, de pouvoir, comme la maison de Néron, la villa de Hadrien à Tivoli, et puis Versailles, bien sûr. Et le concept de Gesamtkunstwerk, donc l'œuvre d'art totale, c'est d'avoir cette provenance, n'est-ce pas, comme la langue allemande le signifie, et de voir aussi dans les publications de Richard Wagner, par exemple, dans ses essais dans les années 1851, dans les opéras et dans les drames, eh bien, on a pu voir tout ce qui se passait au niveau des livrets, qui étaient plutôt faibles, mais il y avait une domination très claire des arias qui étaient sublimes et imposantes. Et en fait, Wagner a voulu un petit peu synthétiser tout ce qui était des arts en gardant la musique, disons, subordonnée ou secondaire par rapport au drame. C'est un peu ça. Et cet essai était très important, avait une influence fondamentale au niveau des arts qui ont pu inclure le phénomène de l'art nouveau qui a émergé également à la fin du XIXe siècle. Et donc il y a eu une réaction contre, eh bien voilà, cet historicisme du XIXe siècle, les manifestations de la culture bourgeoise qui avaient accompagné aussi l'industrialisme et l'expansion des grandes villes. Et donc il y avait simultanément en Europe et en Amérique du Nord l'art nouveau qui n'avait pas, n'est-ce pas, là-bas, cette manifestation architecturale importante comme elle a eu en Europe, si ce n'est que dans les arts décoratifs où là, oui, aux États-Unis, il y a une grande manifestation de l'art nouveau. Donc, au niveau de ces maisons de la prairie, eh bien, en 1900, ça a coïncidé justement avec cette impulsion vers un design totalement européen au niveau justement des contemporains, Victor Horta, Hector Guimard, et les résultats étaient vraiment différents, extrêmement différents, comme vous le voyez ici. Eh bien, on peut voir la différence, n'est-ce pas, très claire sur un milieu socio-culturel, historique, géographique, des considérations diverses. Mais là, j'aimerais plutôt me concentrer sur les conditions, les circonstances qui ont contribué eh bien, à faire cette distinction du personnage américain de Wright au niveau de l'œuvre d'art totale. Alors, bon, il y a eu bien sûr des attentions particulières au niveau des maisons de la prairie en 1901. Regardons ici cette image. Et pour plus de 60 maisons de la prairie,
Donc au niveau des différentes années qui ont suivi également, la théorie de l'architecture organique a vraiment basé son travail, fondé son travail, donc de façon de taille modeste, avec la liberté de l'espace, une connectivité avec le paysage qui représente vraiment un écart important pour justement par rapport à l'histoire de l'éclectisme qui a pu pénétrer l'Amérique du Nord et l'Europe au 19e. Donc pour donner aussi des conditions intéressantes qui ont pu influencer Wright pour percevoir la Prairie House, donc comme il l'a défini dans cette œuvre d'art totale. Eh bien, j'aimerais vous présenter 5 composantes importantes au niveau de la conception esthétique totale. Et donc, bien évidemment, on va comparer certaines de ces œuvres à d'autres dont on a parlé tout à l'heure, d'autres artistes de l'époque, en particulier Victor Horta, pour pouvoir bien voir les différentes relations, les développements architecturaux modernes de l'époque. Alors, tout d'abord, qu'en est-il de l'histoire familiale de Wright? Eh bien, c'est impressionnant parce que ses parents, donc son parents étaient des études universitaires, son père est avocat, et bien évidemment, il est issu d'une famille baptiste, donc il devient pasteur, mais également il est musicien, il est enseignant de musique, il est compositeur, parfois même luthier, figurez-vous. Eh bien, d'ailleurs, Wright a écrit beaucoup dans son autobiographie, je cite, eh bien, mon père jouait souvent du piano la nuit, même beaucoup de Bach, de Beethoven, et j'étais vraiment, j'ai beaucoup apprécié cela, et j'apprenais par cœur d'ailleurs sa façon de jouer. Et donc il s'agit vraiment d'un apprentissage de l'écoute. C'est un message très important ici, parce que c'est ce concept de la musique et de tout ce qui comporte l'édifice des sons, comme la symphonie avait été définie par Wright. D'autre part, eh bien, sa mère, Anna, était une enseignante, fille de fermiers gallois, pionniers, et d'une grande famille avec aussi, là encore, beaucoup d'études universitaires et beaucoup d'études qui ont été faites. Donc, l'instruction qu'a suivie Wright était très importante avec la méthode Froebel dès l'école maternelle, avec des leçons d'art, mais également tout ce qui concerne la littérature, la poésie, a pu être inculqué depuis le jeune âge à Wright. D'autre part, la famille s'est déplacée ici et là aux États-Unis, donc selon les moments du Massachusetts, mais également sur la rivière Mississippi, en Iowa en particulier. Donc dans différentes villes, eh bien, la famille Wright habitait et était aidée aussi par les paroissiens. Donc les logements étaient fournis souvent par l'église baptiste. Et voilà, il y avait vraiment une vie en communauté. D'autre part, Anna Wright donc, avait tout de suite reconnu dans son fils des talents exceptionnels, donc elle adorait d'ailleurs tellement son fils que, eh bien, voilà, il y a eu déjà une mise en retrait de son mari et d'ailleurs, il y a eu un divorce rapidement dans les années qui suivirent. Voilà, donc d'ailleurs, cela est vraiment très important dans les premières années de vie de Frank Lloyd Wright parce que c'est une expérience de vie familiale qui a été eh bien, appauvrie par cela, incertaine d'une certaine manière, mais également assez tendue parfois. Comme je l'ai dit, eh bien, il y a eu beaucoup de musique qui a pu former l'éducation de Wright au niveau, bien sûr, des principes. Donc, on parle de foi unitarienne, mais également des idéaux de transcendantalisme qui ont pu être inculqués par la famille. Et cela est très important parce que, eh bien, la croyance unitarienne a justement la faculté de croire que Dieu est manifesté dans toute la nature. La nature est la pierre angulaire, la source de la théorie organique. Et cela est très important au niveau de la formation de Wright dans ses œuvres. Ici, nous voyons eh bien, cette graine d'érable qui est dispersée par le vent en spirale. Vous voyez donc ce mouvement en spirale qui prend d'ailleurs beaucoup de formes dans la nature. Ce sont des tourbillons, des tornades, mais également des nébuleuses à l'extérieur. Et d'ailleurs, cela est souvent renforcé par l'expression de Wright, n'est-ce pas? Ce sont des forces cosmiques en spirale, comme il est défini, en particulier dans les écrits d'Emerson. Donc, c'est vraiment des motifs tout à fait importants au niveau de l'architecture sur un plan bidimensionnel dans sa maison de Oak Park, Illinois, en 1889, comme vous le voyez à gauche en haut. Et puis également cette spirale tridimensionnelle au Guggenheim, au musée Guggenheim, en bas à gauche en 1959.
La deuxième image représente ici des constructions en porte-à-faux en nature, dans la nature. Pourquoi? C'est très important. C'est une forme structurale. Wright étudie. C'est quelque chose qui est efficace et qui a un effet dramatique dans la construction, c'est-à-dire faire des constructions modernes avec des matériaux qui sont le béton armé, le fer, ici représenté dans les Falling Water. La troisième image, c'est une racine pivotante, vous le voyez, qui est renforcée justement avec ce béton en construction. C'est un système qui dépend d'une structure, comme par exemple le conifère, l'épicéa, la ciguë également. Et cela est très important dans la Price Tower de Butlersville, Oklahoma, construite en 1954. Alors, le transcendantalisme entraîne l'optimisme, la confiance en soi, la croyance en une intuition. L'expérience de Wright est très importante. Il en parle, il écrit d'ailleurs sur cela. Il construit des édifices qui sont donc transcendantaux dans les termes. Sa vision, c'est de refaire l'Amérique en termes transcendantaux, n'est-ce pas, qui sont latents dans tous ses travaux. La méthode de Frederick Froebel, celle que, il a connue à l'école maternelle, a impliqué une structure, c'est-à-dire un jeu de cubes, de cadeaux, si on peut dire. Comme vous le voyez, ce sont des sphères, ce sont des cylindres, on les voit ici dans l'image. Et bref, l'idée, c'est que l'enfant joue avec cela. Et il a cette intention, dès le départ, il est encouragé à créer des schémas géométriques, des constructions, des grilles. Comme vous le voyez, la table avec la grille ici, ce sont des souvenirs tout à fait fondamentaux dans Wright. Ce sont des, des schémas en forme de blocs qu'il exprime lui-même par l'expérience de la musique en termes viscéraux. Et d'ailleurs, je cite, on parle vraiment de ces cubes en érable en forme lisse et harmonieuse qui font des constructions et qui donnent cette sensation, qui imprègne les doigts et qui ne vous laisse plus. C'est-à-dire que la forme devient une émotion. Ça, c'est vraiment très important. Et on a ici, comme on le voit, tous ces schémas, on a ces planches, ces gravures qui nous permettent de comprendre quelles sont les bases finalement de sa création. Et là, on est vraiment dans la George Blossom House à Chicago en 1892. Et cette maison a, comme vous le voyez, un axe central qui a un couloir d'entrée avec un living, la cuisine, la salle de réception, la bibliothèque, la salle à manger. Et ceci aussi reprend les différents angles du plan. En haut à droite, on a la maison de Pasadena en Californie en 1922. Et en bas à droite, un détail du parpaing, des blocs de parpaing, justement qui proviennent de la maison de Miller House qui a été construite à l'époque. Alors, qu'est-ce qui est important au niveau vraiment de ces maisons de la prairie dans le cadre de l'œuvre d'art totale, c'est de comprendre que la grille ici, comme dessus de table, c'est une version miniature finalement de l'organisation en grille et des États-Unis, n'est-ce pas, de différents États, parce que ce sont des États prairies, comme il est défini lui-même. Cette grille a été définie par un acte du Congrès d'ailleurs, c'est-à-dire la loi d'ordonnance de 1785, avec le traité de Paris plus tard, où on manifeste finalement cette forme d'avoir des États en forme de grille et des villes également, comme Hiawatha au Kansas, par exemple, ici. Et puis, ça peut sembler lointain, n'est-ce pas? Mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Ce sont des formations tout à fait fondamentales. Bien sûr, c'est un exemple, mais ça pourrait être tout à fait ailleurs dans d'autres États des États-Unis. Alors, disais-je, cela peut sembler un petit peu sans importance. Ça ne l'est pas du tout. Parce que dans la formation de Against Our World, il y a l'enfant Wright qui a été intensément conscient, impliqué dans les États, dans le paysage des États-Unis. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, la famille de sa mère était, au-delà d'être une famille d'érudits, mais également c'était des fermiers. Donc ils avaient des propriétés terriennes et donc il a pu vraiment travailler, vivre là-bas de 12 à 18 ans. Alors, maintenant, pour ce qui est de sa curiosité, il a toujours été un lecteur attentif, avide de lecture. Wright, il a pu connaître vraiment différents passages. Alors, l'école élémentaire, à l'école et le lycée, il n'y avait pas vraiment de, comment dirais-je, d'excellence, mais au fur et à mesure, à l'âge de 19 ans, il est passé du Wisconsin à Chicago, et là, par contre, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un déclic au niveau vraiment de sa formation.
formation, de sa maturité, et il a été dessinateur dans le cabinet d'architectes de Silby. Et ensuite, il a été même embauché par Adler Sullivan dans vraiment ce cabinet d'architectes éminent de l'époque. Alors, il y a eu différentes œuvres qui ont été faites et ça a été vraiment, comment dirais-je, une commission très importante de la part des présidents des États-Unis, donc une pierre angulaire en 1887. L'auditorium de Chicago a été donc demandé donc comme vraiment création. Et ici, on a un plan du cabinet de Adler et Sullivan, comme vous le voyez, donc en 1890. Et pour Wright, ça a été une ascension vraiment rapide et une preuve indéniable de ses talents extraordinaires dans ce cabinet d'architectes. Et donc, ils ont pu travailler ensemble à l'époque et il y a eu une relation proche avec Sullivan et je cite, Sullivan était absorbé dans ce qui semblait extravagant, une adoration de Wagner à l'époque. Et je ne pouvais pas partager cela, mais je comprenais pourquoi il pouvait y avoir cette passion. En fait, l'idée, c'était de chanter ces leitmotifs, d'écrire également les scènes de ces opéras. Et ce sont des leçons de vie pour Wright, de la part de Sullivan. Tout d'abord, l'apprentissage de l'école des beaux-arts, qui était plutôt rejetée, n'est-ce pas, sur une expérience tout de même des années 74-76. Deuxièmement, la création d'une forme plus rationnelle d'études. Et puis, c'est tout ce qui a été vu par rapport à George Post, tout le conservatisme de l'époque dans les édifices en question que l'on a vu tout à l'heure. Et puis aussi, eh bien, c'est un système de l'ornement qui a été développé. Regardez cette image. Et c'est une... comment dirais-je? C'est un bloc, c'est une unité de construction qui est étudiée. On a la possibilité d'étudier cet ornement organique qui est organisé par un système axial de géométrie. En fait, on a un exemple à droite de la terre cuite qui ont pu justement être utilisées dans l'édifice Guarantee en 1894. Au départ, la tâche principale de Wright pour Adler et Sullivan, c'était justement d'élargir les croquis, les esquisses, avec des décorations. Par exemple, il s'agissait d'avoir 4300 sièges dans l'auditorium en question qui avait été commandé. Alors, Sullivan, en fait, avait l'habitude de faire ses croquis avec des dimensions de 10 cm par 20 cm. Donc, un exemple que nous voyons ici à gauche. Et regardez donc l'échelle, n'est-ce pas, de ces dessins pour en arriver ensuite à de la terre cuite, décoration en plâtre qui pouvait être cuite, dorée, attachée au mur, au plafond, comme des détails que vous voyez encerclés ici à droite. Donc ces images ne sont pas vraiment ensemble et il y a une différence d'échelle qui compte. Sullivan semble avoir travaillé sur une échelle qui considérait 10 cm correspondant à 1 mètre. Sullivan aussi a toujours eu ce goût pour l'enrichissement ornemental au niveau de l'œuvre d'art totale. Et Wright a admiré cela. Mais bon, il a été aussi critique tout de même. Et après avoir enrichi les croquis, comme on l'a dit, ça devenait un peu mécanique finalement, opposé à l'esthétique de Wright, à son sens esthétique. Et donc, dans tout ce qui est des buildings comme celui de Guarantee à Buffalo, New York, que nous voyons ici, à droite, eh bien, on a des éléments en terre cuite qui veulent ranimer la vie dans la charpente en acier qui est froide et qui est sous-jacente ici, alors que Wright a cette théorie organique de décorer, de faire partie d'un décor qui est une partie intégrante du matériau de l'immeuble. Donc c'est bien différent, c'est-à-dire on est face à une beauté intrinsèque. On peut avoir des céréales en bois tachées, vernies, par exemple ici, mais pas peintes ni divisées. Parce que la pierre, finalement, est surélevée de façon à s'approcher de son apparence. Et on a une stratification, n'est-ce pas, comme elle peut apparaître dans la nature.
In En 1893, Wright laisse Adler et Sullivan pour aller à Chicago et avoir son propre cabinet en périphérie de Oak Park, en Illinois. Et en fait, dès qu'il était enfant, Wright a toujours, bien sûr, participé à l'ère industrielle des machines. Il a été fasciné, n'est-ce pas? Il a rejeté, n'est-ce pas, la conception de l'arrêt métier qui, considérait, avait une conception différente. Il voulait travailler sur les machines et il aimait ses vertus. Et donc, c'est très important pour lui de travailler au niveau d'une création artistique sur les machines. Et donc, c'est exactement ce qui s'est passé. Il a décrit Chicago comme un être vivant, je cite, un monstre léviathan avec des ganglions qui se sont développés dans la nuit. Ce sont des machines, des Goliaths modernes. Les machines, les nouvelles technologies ont fasciné Wright depuis toujours en 1890. Après, eh bien, les appareils photo Kodak et les pellicules en bobine qui ont été commercialisées, déjà disponibles aux États-Unis, eh bien, il s'est passionné de photos. Les appareils photo, après tout, ce sont des machines pour prendre des photos. Et selon la sœur de Wright, Maginelle, eh bien, il avait même acquis un piano mécanique et il ne pouvait pas, il voulait toujours faire de nouvelles expériences, faire des nouveaux tests. Et d'ailleurs, qu'est-ce que se passait-il? Eh bien, il avait des cadences retentissantes et tonitruantes avec ce piano, des accords grandioses, et c'était vraiment des rythmes, des cadences incroyables. Et puis aussi, Wright était passionné d'automobile, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, il a été l'un des premiers propriétaires à Oak Park. Il avait d'ailleurs terrorisé la ville avec sa vitesse un peu excessive. Et il a pu acquérir d'ailleurs beaucoup de voitures très chères, comme les Cadillac, les Ford, les Lincoln, une Bentley aussi d'ailleurs. Et je crois d'ailleurs qu'il conduisait un peu trop vite, du moins, semble-t-il. Voilà. Eh oui, trop vite. Donc, Taliesin, dans sa grande maison, mais également une école et une propriété agricole, eh bien, il avait beaucoup de machines. Il aimait les machines agricoles. Et en 1958, à l'âge de 88 ans, eh bien, il a eu son premier vol en hélicoptère. Il a fait son premier vol et il était ravi. Et il a même déclaré, eh bien, je vais moi-même acquérir un jour un hélicoptère à Taliesin. Et bon, donc, en fait, comment a-t-il pu, eh bien, mettre ensemble la machine, l'abstraction de la méthode Froebel, les leçons de Sullivan, la nature environnante, et comment a-t-il pu, eh bien, mettre tout cela ensemble et créer cette œuvre d'art totale? C'est pour ça qu'il est important ici de se rappeler du concept de l'unitarisme, du transcendantalisme de la musique classique, mais également de la synthèse artistique qui a pu être importante au niveau de ses années de formation. Pourquoi? Parce que c'est une passion de Wright pour la machine qui est évidente dans son langage. Par exemple, quand il écrit à un client, Darwin Martin, en citant des demi-navires dans le cadre de la Martin House, il se réfère à Frederick Robbie House, ici, donc sur cette image, comme un bateau à vapeur. C'est incroyable, parce que finalement, Robbie était un producteur de bicyclettes, mais également il aimait développer des automobiles de type simplifié. Et c'est ce qu'on a appelé le Robbie Car, que l'on voit ici. Eh bien, dans sa maison à Madison, en Wisconsin, eh bien, il avait une conception d'une maison en forme d'avion. Et c'est ce qui se passe. Eh bien, Wright a vraiment pu imaginer cela dans des représentations vraiment qui allaient rapidement, mais aussi qui reprenaient le concept de maison de près de la prairie. Parce que finalement, on est au 19e siècle, on est dans le cadre des pionniers, donc il se rappelle de ses grands-parents en particulier, et on a justement, ces diligences tirées par des bœufs aussi. Donc vraiment, c'est ce qu'il a pu appeler la prairie, la goélette de la prairie. Alors, souvent, il parle de ces buildings, de ces constructions, en parlant d'opus. Pourquoi? Parce que c'est une symphonie domestique, comme il aime en parler, quelque chose de familial, eh bien, qui est tout à fait fondamental. Alors, les étudiants qu'il a pu, eh bien, avec qui il travaillait, étaient tout à fait formés à la musique, à l'orchestre, et ils ont pu développer aussi des talents, finalement, de musique et de musiciens. Et d'ailleurs, Wright, regardez, a pu installer un haut-parleur sur le belvédère à Taliesin, ici, de façon à ce que la musique classique soit projetée, soit écoutée, non seulement dans les champs, mais également par les étudiants, par tout le monde finalement, dans la nature en général. Alors,
comme un architecte indépendant, en fait, après 1893, eh bien, Wright a eu beaucoup de succès comme un architecte national qui a travaillé dans toute la zone de Chicago, mais pas seulement. Et en regardant les années 1901, février en particulier, eh bien, il y a la publication du premier design de la Prairie House. Et 1990 représente vraiment la recherche, l'expérience, des photos, d'autres pièces aussi, indiquent que Wright était vraiment intéressé par ceci. C'est-à-dire tout ce qui se passe dans l'intérieur de ces édifices. Et souvent, c'est ce que les clients aussi demandent, n'est-ce pas? On a des évidences du début du Gesamtentwurf qui sont ici. C'est-à-dire la plupart de ces maisons, on est dans les années 1890, restent comme elles le sont. C'est-à-dire on a des buffets encastrés ici, regardez, des manteaux de cheminée, des murs emménagés, des balustres en forme d'écran, des coins de feu. Mais bien sûr, c'est très rare de trouver des maisons qui ont pu avoir tout cela intact, n'est-ce pas? Publication de la première maison de la Prairie dans le Ladies' Home Journal de février de 1901, eh bien, on a un moment très important pour Wright dans sa vision domestique familiale, c'est-à-dire on a 2 histoires, 8 pièces dans ce plan, comme vous le voyez, avec une grande cheminée, avec un foyer au croisement des 2 axes. On a un double système de toit ici, avec des corniches en porte-à-faux qui permettent d'abriter, n'est-ce pas, des fenêtres à bâtons. Alors, mis à part la cuisine avec le garde-manger, eh bien, on a des espaces, n'est-ce pas, sur les différents étages avec beaucoup, justement, d'espaces, des rooms, des salles qui sont divisées dans des faisceaux pars, des faisceaux lumineux. On a un porche, on a une porte cochère, on a aussi des portants visuels qui vont donner une largeur plus importante de la maison. Et puis aussi tout ce qui concerne eh bien, un double socle, une jardinière intégrée, et puis tout ce qui est du profil de la maison. Dans cette présentation finalement donc, de cette maison dans la ville Prairie, eh bien, qu'est-ce qui est important? On a une évidence graphique ici de son développement de l'œuvre d'art totale en bas de la page ici. Nous avons une section qui nous révèle finalement eh bien, un mobilier, un complément mobilier, c'est-à-dire une vitrine intégrée avec des étagères, on a les gouttoirs pour les assiettes, on a les chaises de salon avec des grands osserets, on a vraiment toutes ces caractéristiques de la maison, de la période Prairie. Ensuite, regardez là, la salle à manger a une portion très importante. Bon, là, ce n'est pas très clair, malheureusement, mais elle est juxtaposée à une photo de cette salle, donc de la salle à manger, n'est-ce pas, de la Robbie House de 1909, en bas à droite, à gauche, pardon. Et pour illustrer cela, eh bien, on a aussi toutes ces chaires qui sont constantes dans sa création, avec quelques petites variations, certes, au niveau de la décade de la maison de la Prairie. En haut, eh bien, on a ce plan en vue panoramique de ce bloc de périphérie, où on a justement des maisons identiques qui sont chacune en rotation à 90 degrés, avec un bosquet boisé. On a toutes ces spirales dont on parlait tout à l'heure, dans un plan de vision. Et c'est ça qui va être très important au niveau des implications du Gesamtentwurf qui a pu atteindre eh bien, toute sa création. Alors, Wright a fait pas mal de maisons de la Prairie pendant cette période des prototypes, mais en 1903, on a une belle opportunité de créer cette version élargie en 1901 de ce dessin de Darwin Martin à Buffalo, New York, avec justement la possibilité eh bien, de voir combien ça va vite de créer ces idées et de voir la maturité finalement de cette œuvre d'art totale. Vous le voyez, ici, elle semble semblable à la période précédente. On a le plan axial, on a le double toit, on a une grande cheminée, on a le porche, on a la porte cochère, et puis, bon, on a tout de même, attention, 15 chambres, hein, ici 15 pièces, donc on a un prototype différent de celui qui était de 8 tout à l'heure, et puis on a ces piliers en briques hein, qui vont renforcer les dalles en béton, et bien évidemment cette poutre en porte-à-faux avec 87 pièces d'acier structuré, attention. Alors, comme résultat, en fait, de cela, eh bien, que se passe-t-il? On n'a pas de mur conventionnel, regardez, en fait, c'est vraiment une construction squelettique,
avec un pavillon, n'est-ce pas, pilier avec ses fenêtres à battants en verre d'art, et puis tout ce qui concerne la transparence, qui est tout à fait incroyable. Et puis, bien sûr, tout ce qui concerne la continuité entre l'intérieur, l'extérieur, c'est ça qui va toucher beaucoup Wright. Et c'est la clé pour comprendre la distinction de cette approche, finalement, dans la création des appartements, des logements, dans le concept d'œuvre d'art totale. Eh bien, on a tout ce qui est au centre, c'est-à-dire la salle à manger, la cheminée. Regardez aussi tout ce qui concerne, eh bien, les directions, les points cardinaux au niveau de la nature. Toute cette articulation structurelle de l'intérieur, mais également allant vers l'extérieur, permet d'anticiper le modernisme des années 1920 et des années 30 aussi. C'est une directionnalité qui est prête et qui fait partie de sa formation, même de l'école maternelle dont on a parlé, sous eh bien, cet axe au-dessus, c'est-à-dire on a la tradition classique, n'est-ce pas, ici, regardez ces moulures, regardez la jonction des murs, des plafonds, une façon de définir finalement les surfaces. Il a pu détacher ces moulures de façon à créer finalement un long panneau, n'est-ce pas, où on a pu finalement comprendre ces axes. Voilà, regardez ces longs panneaux ici. Et que se passe-t-il? On a la prédominance de cet axe le long de l'espace. Dans le même temps, il inscrit une moulure secondaire ici. Et c'est typique vraiment d'une hauteur de 2 mètres, plus ou moins, qui va circonscrire la chambre, donner une échelle humaine à cet espace-là. Et en effet, cette moulure qui dérive du kamoi, de la tradition japonaise de la construction. Et on inscrit toutes les chambres de toutes les pièces d'une maison de façon vraiment à avoir ce niveau constant qui est maintenu. Bon, maintenant, au-dessus, ici, on a la bibliothèque sur le long grand espace ici. Bon, on en a 3. Bref, on a ces panneaux qui sont vraiment intensifiés avec plus de profils. Et puis aussi, regardez, ce rétrécissement-là, attention, juste avant le point de fuite ici. Et juste avant ce point-là, eh bien, on a la fenêtre et on a un détachement qui est créé par cette légère coloration ici liée justement au panneau et qui donne ce détachement. Globalement, on a vraiment cette, comment dirais-je, poussée en avant. C'est clair, c'est une force linéaire qui va en avant. Et c'est ça qui est important, parce qu'on peut avoir, même en fin d'un long espace, ce genre de force qui va pousser vers l'avant et vers l'extérieur. On est à 2,7 mètres de profondeur et 1,5 mètre à l'intérieur de la maison. Et on a cette membrane en verre de 1,2 mètre en dehors de la maison. Il n'y a pas vraiment de distinction finalement entre tout ce qui concerne la partie interne et externe. Et c'est exactement ce qui est ici. On va ratisser horizontalement pour créer ces lignes octagonales qui vont mener à bien cette vision. En fait, c'est ce qui se passe exactement. Il veut créer donc sur ces murs, sur ces plafonds, sur ces moulures, eh bien, ce point cardinal autour de la maison. Voilà. Et on part de la salle de séjour. Regardez, on va de l'avant et puis on va se déplacer vers l'est, vers les alcôves et aller faire une batterie de différentes portes en verre. D'ailleurs, ce sont des porches. Et finalement, on a cette traverse d'un poste qui est une pièce continue de verre de 7 mètres et de 30 cm de hauteur, qui nous permet d'avoir 4 plafonds en moulure dans la maison pour aller vers l'extérieur, ici. Regardez. Ces deux images-là sont très importantes. Parce qu'elles vont vers l'est, n'est-ce pas, du porche. Et là, l'autre vue, et même si ce sont des photos ici statiques, mais on voit la qualité du design, on voit
le mouvement. Et en fait, la flèche, regardez ici, la flèche là sur le premier étage illustre justement ce principe d'espace vivant, là où justement Wright a essayé de développer sa créativité, que ce soit justement dans de la cuisine vers le jardin, mais même le bureau d'intendance, n'est-ce pas, comme il aimait à l'appeler, comme on le voit ici sur la flèche. Et puis, qu'est-ce qu'on crée? Wright, vraiment, a créé cet axis mundi qui est ici signifié par le cercle bleu. C'est un axe vertical, finalement, qui passe vers le bas et qui va, regardez, remonter au deuxième étage, jusqu'à la fenêtre de toit, ici. Donc, on a vraiment ces deux axes croisés. Et donc, pour pouvoir mener à bien tout cela, donc le concept d'art complète, global, eh bien, on a ce chêne verni qui va correspondre au mur. Et c'est ce qui s'est passé. Il l'a utilisé, donc, comment dirais-je, des meubles bien précis à l'intérieur de la maison, avec 260 pièces d'art, donc d'œuvres d'art en verre, avec différents schémas. En fait, on avait un plâtre sur les murs et sur les plafonds qui vont être imprégnés de cette couleur. Donc, ça va être, on va avoir tout cet effet vitré au niveau des mouchetures, etc. On a du bronze et de l'argent. Et puis, vraiment, ça semble être un bijou. C'est vraiment ce qui en ressort. On a vu une photo tout à l'heure de l'alcôve est de la salle de séjour qui a été restaurée. Regardez là. Mais ici, mais on peut voir une photo de 1907 de Clarence Fewman qui nous donne vraiment une interprétation claire de la création et de l'originalité de l'intention de Wright dans cet détail de la Gesamtwerk. La fenêtre à bâton a une importante fonction dans la médiation en fait entre l'intérieur et l'extérieur de la maison. Qu'en est-il par rapport au design? C'est une variété de schémas de fenêtres que nous voyons ici. Regardez, en particulier le modèle central. C'est l'arbre de vie, n'est-ce pas? C'est ce schéma-là que nous avons ici à droite, dans une rangée de fenêtres à bâtons. Regardez. Alors, on en a perdu, hélas, beaucoup de ces fenêtres, et ce ne sont pas des fenêtres originales, hélas. Ce sont des fenêtres qui correspondent finalement à des fenêtres à guillotine, comme Wright les appelait. Eh bien, ce sont des images adjacentes ici à la George Barton House qui ont été créées dans les années 1903-1904, avant la construction de la Martin House. Vous voyez ici le coin vitré sur la fenêtre au deuxième étage qui ouvre globalement sur... Eh bien, nous avons cet auvent en érable. Vous le voyez là. Et donc, c'est beaucoup plus, finalement, qu'une fenêtre à guillotine. Alors, c'est très important d'avoir cet auvent en érable parce qu'on a pu attester l'expérience de la chambre ici, en particulier durant l'été. On a vraiment cette, comment dirais-je, eh bien, cet effet rafraîchissant avec la possibilité d'écouter aussi les grillons, les cigales, etc. Bon, bref. Ensuite, en revenant vraiment à la création en porte-à-faux, mais également des angles, du verre. Vous voyez ici à gauche dans la Freeman House de Los Angeles à gauche, donc en bas, eh bien, on se base sur l'innovation, justement, de cela. C'est-à-dire, on est dans une base essentielle, un modernisme du design qui était apparent aussi dans Le Corbusier et pour Amédée aux enfants en 1922, à droite, dans les édifices que vous voyez ici. Alors, on a une théorie organique, on a un vocabulaire des formes qui sont très importants, mais rien n'est convenu finalement dans les maisons d'après-vie de Wright, par exemple. Eh bien, on a ici un coin
prévoit cette plan axial pour pouvoir créer finalement cet espace vital, justement, qui correspond à la surface et la dimension finalement de la pièce, qui devient une sorte de navire. Regardez, on dirait que c'est un quai qui est proposé, encore une fois, vous vous rappelez tout à l'heure de la référence au navire. Eh bien, c'est exactement ce qui se place. On a vraiment une différence, que ce soit les parois, que ce soit les panneaux, que ce soit vraiment la création globale de toutes ces maisons. Ici, on a le Robbie House. Regardez, tout ce qui concerne ces moulures assez robustes le long de l'axe, de façon à, comment dirais-je, arrêter ce tunnel orthogonal et cette projection dans l'espace qui va nous donner au contraire une attention qui va s'attacher aux portes et entre autres aux baies vitrées qui vont nous amener vers le porche ici. Alors, qu'en est-il maintenant des historiens de l'architecture? Eh bien, en fait, tout le travail de l'Art Nouveau et la conception de la maison de la prairie de Wright, eh bien, sont tout à fait contemporains, mais ont beaucoup de différences au niveau des trajectoires, au niveau des représentations d'images, mais également, ce sont finalement deux exemples ici de maisons contemporaines. Regardez, on est à Rochester à gauche en 1908 et la création de Victor Horta, l'hôtel Solvay à Bruxelles. Donc deux créations totalement différentes. On est en 1908 et en 1895 de l'autre côté. Donc on a vraiment deux types différents de créations urbaines, suburbaines, mais tous les deux sont des versions de la Gesamtentwurf et leur design, disons, respectifs, qui représentent leur propre esthétique à deux différents niveaux au niveau de leur conception. Donc, au niveau des intérieurs, on a une révélation vraiment de la verticalité pour Horta, c'est-à-dire on a tout ce qui concerne les espaces horizontaux, on a un décor somptueux, on a des lignes, on a des motifs coupés, on a des motifs peints, on a des différentes créations artistiques en verre, en bois, en métal, etc. Et puis, on a vraiment ces moulures en bois. Comparé, disons, aux intérieurs de Horta, Wright est plus sévère, peut-être plus réductif, avec un rythme différent qui va couper, disons, les pièces et qui correspondent plus à la musique de Beethoven, alors que pour Horta, on pourrait peut-être plus le comparer à Debussy ou Satie. Bref, on a des architectures différentes, on a une palette, bien sûr, peut-être plus riche pour Horta, mais peut-être aussi avec des différences plus chaudes, des nuances plus chaudes, parfois du rose, du rouge, du couleur rosée. Et puis, cette conception murale visible, ici à gauche, regardez. Non, ce n'est pas la bonne. Désolé, j'ai eu des petits soucis avec mes slides. Alors, on a des différences tout de même importantes avec ces deux architectes, avec leur, on va dire, comportement vers la machine et surtout envers la nature. Alors, Victor Horta, en fait, a un exemple de tout ce qui est fait de façon artistique, etc. Et beaucoup de décors, finalement, est une représentation de la forme naturelle, la modernité de l'art et de l'architecte, eh bien, est un historisme qui va être plus exubérant parfois dans la plasticité des métaux, mais également des verres, avec beaucoup de matériaux modernes pour transformer des formes dans des expressions structurelles, mais aussi penser également à la salle à manger de Solvay et en particulier le chandelier ici. Structural features Wright and decorative features as the Solvay dining room chandelier. Donc, disais-je, Wright a une approche différente. Il recherche le principe organique de la nature. Il veut parler du porte-à-faux. Il le représente parce que c'est quelque chose de naturel. Il faut que ce soit fonctionnel. Il y a quelque chose d'architectural dans les édifices, c'est-à-dire qu'il va représenter les formes de son esprit au papier, dans la production. Donc, des machines pour en arriver aux axes, aux triangles, au système unitaire, un ordre, une proportion, un
rythme, tout cela est ensemble. Attention. Et en plus, quand on construit les édifices, on a des meubles, on a des moulures, on a du bois, on a tout ce qui est fait, tout ce qui est cousu, tout ce qui est représenté de façon claire. Mais on a aussi des bateaux, on a des mouvements. Regardez la Robbie House et regardez les moulures. C'est exactement ça, le mouvement. Donc, contraste par rapport justement à l'Art Nouveau. Wright utilise le métal comme il est produit dans les usines. Donc, il est tel quel, c'est-à-dire qu'on a vraiment quelque chose d'essentiel. Regardez ici, par exemple, regardez donc en avant, on a ce faisceau. C'est un faisceau en forme de I. Et c'est cette forme-là qui est semblable aussi à celle de Martin House. Ici, donc on a ce faisceau lumineux en forme de I. Et on peut vraiment définir les triangles, on voit les angles, on voit la géométrie, on voit le métal. Regardez ici, dans les détails, justement à gauche. Et ceci donc a été fait d'ailleurs à l'époque. On a les deux exemples qui sont clairs. Bon, alors attention, ce sont des schémas différents, peut-être plus fonctionnels, mais différemment des, comment dirais-je, des modèles plus opaques de Horta ou de Tiffany aussi. Eh bien ici, on a une vue extérieure qui est fondamentale pour Wright, qui va interagir avec la nature, avec les feuilles, avec les changements des saisons, donc avec les arbres et la nature. Il y a une communication, voilà, très claire. Walter Benjamin, en 1930, eh bien, a parlé de a critiqué, disons, peut-être cet milieu plus somptueux, voilà, au niveau bourgeois, et a vu la différence entre le privé et le public. En gros, on avait envie d'avoir quelque chose de confortable, d'incessant, voilà, dans cette conception-là. Et on s'opposait à la ville, à l'industrie, l'industrie qui était, comment dirais-je, passionnée par finalement la création de Wright, par ses essais. Et donc, les personnes se sont impliquées dans ces intérieurs, dans ces créations. Ils y vivent. Et donc, on a vraiment une attraction de l'intérieur vers l'extérieur et vice-versa. Bon, en écho de Marx, peut-être que Benjamin était plus excité justement par la possibilité de voir le métal, l'architecture, ensemble dans différentes créations et avoir cette transparence pour donner une nouvelle illumination finalement à la société. Mais Benjamin était peut-être un petit peu déçu finalement par les architectes de l'Art Nouveau qui utilisaient le métal, la verre pour créer des intérieurs, des mondes intérieurs, comme cette réception, cette salle de réception-là dans l'hôtel Van Endenveld à Bruxelles. Et voilà, c'était un exemple finalement de création pour lui qui était limité. Alors que la notion de Wright, qui est dans le Gesamtwerk, donc l'œuvre d'art total, c'est autre chose. On part d'un départ qui est en expansion, on va vers la transparence, on va vers quelque chose de plus vaste, on parle des villes américaines, on parle de la culture américaine, on parle de la communauté, aussi des familles des États-Unis. Comme on l'a dit, c'est quelque chose de peut-être utopique, mais aussi qui est une manifestation de cette œuvre d'art total. Le Gesamtwerk, c'est exactement ça. Donc les historiens, eh bien, peuvent être d'accord que l'Art Nouveau a été bref, mais une conséquence, eh bien, d'un décor, quelque chose d'exotique, d'une exubérance exotique, somme toute, qui peut donner vie à quelque chose peut-être de réducteur. Et que ce soit donc différents exposants comme représentants comme Tony Garnier, Otto Wagner et bien sûr les modernismes des années 20 et 30, Le Corbusier, Mies et d'autres. Bref, Wright, dans son travail, d'un autre côté, a une inspiration architecturale moderniste en Europe qui est prête eh bien, à mettre en avant tout ce qu'on a vu au niveau des édifices et de la création artistique. Et on a d'ailleurs des citations de l'époque qui mettent en relief ces aspects-là, cette création. Et ces édifices qui sont repris ici. Et puis d'autres citations aussi de l'époque. Ici à droite, Barron's, The Larkin Building, et un autre, le Park Inn Hotel à Madison City, en Iowa, ici à droite. Bref, les témoignages de cet aspect moderne révèlent une prise de conscience de Wright. Hans-Peter Balázs, qui eh bien, a révélé l'enthousiasme en Europe de Wright, de son travail déjà dès les années 30. Mies van der Rohe a aussi parlé de son impact dans
l'exposition de Wright, de son travail dans les années 10 à Berlin, et a spécifiquement parlé de la Robbie House, du Larkin Building. Le Corbusier aussi a écrit beaucoup sur les reproductions de Wright de ces années 1914-1915. J'étais totalement, incroyablement surpris parce que comment cela aurait pu être aussi pur aux États-Unis, une expression aussi belle et innovative de l'architecture. Bref, ces louanges, et néanmoins tout à fait tranchants, critiques, n'est-ce pas, au départ sur la Robbie House, par le magazine Style en 1918, par les modernistes néerlandais J.P. Oud, qui pose leur attention sur la lumière, le concept de la Gesamtentwurf, c'est-à-dire, et je cite, dans la Robbie House, ici, nous avons un nouveau départ, un design architectural qui est vraiment dominé. C'est l'embellissement de l'édifice qui, à l'époque, en Hollande, était toujours considéré comme quelque chose un détail, quelque chose de secondaire, un décor. Ici, c'est le contraire. On met ces moyens en avant. C'est un effet des masses ensemble. Au lieu d'avoir quelque chose de stable, de rigide et de compact, nous avons un détachement. Wright détache les masses et réussit à réagencer leur composition. C'est une relation directe ici entre les futuristes qui ont dépassé la rigidité de la peinture en réalisant un mouvement au niveau des formes. Nous avons, grâce à Wright, la création d'une nouvelle plastique de l'architecture, c'est-à-dire que nous avons des masses qui viennent de la gauche vers la droite. On a un effet plastique qui va dans toutes les directions et ce mouvement se répercute dans toutes ces œuvres et a une possibilité esthétique incroyable de l'architecture. Et donc, tout ce que nous avons vu ici nous permet vraiment de voir la force incroyable de cette architecture, de l'intérieur vers l'extérieur, dans un royaume global fait de buildings, d'industriels, mais également de fantaisie dans le cœur de sa création artistique. Merci.